Dernier facteur de conflictualité au Moyen-Orient, la question démographique et la pression sur certaines ressources. Alors quelles sont les caractéristiques démographiques du Moyen-Orient? Le Moyen-Orient compte entre 310 et 410 millions d'habitants, ça dépend si on tient compte du Pakistan et de l'Afghanistan. C'est la région du monde où la population augmente le plus et le plus vite avec l'Afrique. Et comme on peut le voir, actuellement, les principales puissances démographiques sont l'Égypte, la Turquie et l'Iran. Alors, on considère que entre les années 1970 et aujourd'hui, donc sur un laps de temps relativement court, la population a été multipliée par 3. Comment expliquer cette très forte hausse de la population? Eh bien pour cela, on peut utiliser le schéma de la transition démographique. Que s'est-il passé au cours de cette période? Eh bien le taux de mortalité a fortement baissé, en particulier le taux de mortalité infantile, en raison des progrès de la médecine, alors que dans le même temps, comme on peut le constater sur le tableau du haut, le taux de natalité est resté relativement élevé. Et il en résulte donc un fort accroissement naturel, une très forte hausse de la population. Alors pour autant, la situation démographique est très contrastée, puisque certains pays ont totalement terminé leur transition démographique, le taux de natalité et le taux de mortalité sont faibles, il n'y a plus d'accroissement naturel. C'est le cas par exemple de l'État d'Israël, alors que d'autres territoires, comme la Palestine, ont commencé à diminuer leur taux de mortalité du fait des progrès de la médecine, mais pour autant, le taux de natalité reste très élevé. Il en résulte donc un très fort accroissement naturel. Et on voit qu'en fonction des pays, eh bien, la situation est extrêmement variée. Alors comment expliquer ces différents stades dans la transition démographique? C'est le principal facteur explicatif est le niveau de développement de chacun de ces pays. Plus un pays est développé, plus il a terminé sa transition démographique, puisqu'il a pu investir dans la santé et transformer les comportements, notamment concernant la natalité, par l'intermédiaire de la scolarisation. Alors, cette population est à l'origine de nombreux défis. Premier défi, d'ici quelques années, on va avoir une surreprésentation des moins de 20 ans, qui vont constituer dans certains pays 50% de la population. Cette population, il va falloir la scolariser, il va falloir donc construire des infrastructures, former des enseignants, et puis dégager ces jeunes du travail des mineurs pour qu'ils puissent aller à l'école. Dans plusieurs années, il faudra également s'occuper de cette population vieillissante avec des hôpitaux, des maisons de retraite, et donc investir également dans ses besoins. Entre-temps, il faut trouver un travail stable pour cette population, et comme l'illustre ce schéma, on constate que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont les régions du monde où les risques de tension sociale liés au chômage sont les plus élevés. Par exemple, dans les 40 ans qui viennent, l'Irak devra trouver 16 millions d'emplois supplémentaires, ce qui risque d'être compliqué. Enfin, dernière chose, il va falloir nourrir cette population. La question alimentaire est cruciale. Alors on voit bien à travers ce graphique que la production est largement inférieure à la consommation. Donc que font certains pays? Eh bien ils arrivent à obtenir leur autosuffisance alimentaire en achetant des terres à l'étranger ou par intermédiaire des importations. Mais ça c'est le cas des pays avec un fort revenu comme les pays pétroliers. A l'inverse, des pays comme l'Afghanistan ou la Palestine sont en situation d'insécurité alimentaire et n'arrivent pas à nourrir leur population. Cette démographie est également à l'origine de migrations. Alors, on a deux types de migrations. Des migrations économiques, par exemple de l'ensemble du Moyen-Orient, mais également de façon plus large, hein, depuis l'Afrique ou vers l'Asie du Sud, vers la péninsule arabique. Pourquoi? Eh bien parce que cette région est extrêmement riche et surtout elle est en pleine urbanisation, comme on le voit ici. Et pour construire eh bien, ces nouvelles villes, par exemple Dubaï, on a besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, elle est insuffisante sur place, donc on la fait venir de l'étranger. Cette région du monde, si elle attire des immigrés, elle émet également des immigrés, en particulier des réfugiés politiques, qui quittent leur territoire, par exemple actuellement la Syrie ou l'Irak, en raison de la guerre qui s'y déroule. Et ces flux migratoires sont à l'origine de tensions, non pas cette fois-ci forcément
au Moyen-Orient, mais dans les pays d'accueil. Autre problème de cette région, eh bien, certaines ressources, en particulier l'eau. Alors le Moyen-Orient est une région aride, on peut même dire qu'elle est en situation de stress hydrique puisque la population dispose de moins de 1700 mètres cubes d'eau par an et par personne. Pour comparaison, en France, on consomme au moins 1900 mètres cubes d'eau par personne et par an. Alors, comment faire face à cet enjeu? Certains ont fait le choix de la désalinisation, c'est le cas par exemple des pays de la péninsule arabique qui, grâce aux dividendes du pétrole, peuvent investir dans cette démarche extrêmement coûteuse. L'eau est également utilisée comme facteur, comme moyen de pression entre pays. Par exemple, c'est le cas de la Turquie, qui dispose de deux très grands fleuves, l'Euphrate et puis le Tigre. Euh, Qu'a fait la Turquie? Eh bien, elle a décidé de construire un certain nombre de barrages sur ces deux grands fleuves, ce qui permet de faire pression sur les pays à l'aval, la Syrie et l'Irak, en bloquant tout simplement l'écoulement des eaux. L'eau est également un outil de pression utilisé par l'État d'Israël sur les deux territoires palestiniens, à savoir la Cisjordanie et la bande de Gaza. Alors comme on peut le voir, hein, les puits ont été forés côté israélien, à la limite avec la Cisjordanie et à la limite avec la bande de Gaza, et l'État d'Israël s'accapare 90% des ressources en eau. Il ne reste donc plus que 10% pour la Cisjordanie et la bande de Gaza.